Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un sujet qui nous concerne tous dans notre pratique clinique ainsi que dans notre vie quotidienne, qui est l'ergonomie de Rachis-Lambert. Donc, qu'est-ce que l'ergonomie de Rachis-Lambert? L'ergonomie, c'est l'art et la science de l'adaptation de travail, des outils et de l'environnement à l'homme. Elle vise à réduire les contraintes mécaniques, de protéger le rachis et de faire apprendre aux patients les bons gestes. Donc, comme vous connaissez, les lombalgies constituent un problème de santé publique. 80% de la population mondiale vont présenter au moins un épisode de lombalgie dans leur vie. C'est la principale cause d'arrêt de travail et d'invalidité avant 45 ans. C'est pour cela l'ergonomie est un outil indispensable dans la prise en charge multimodale des lombalgies. Elle constitue un outil de prévention complémentaire au traitement médicamenteux et rééducatif. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs facteurs de risque de lombalgie. Et la plupart des facteurs de risque sont modifiables et sont liés à la mauvaise posture des personnes, le manque d'activité physique, ainsi que les mouvements répétitifs. Donc, voici mon agenda. Je vais faire un rappel sur l'anatomie de rachis ainsi que sur la biomécanique. Je vais parler sur les contraintes mécaniques et le déséquilibre ergonomique. Je vais parler sur les principes généraux de l'ergonomie lombaire, ainsi je vais conclure avec les applications pratiques. Donc, comme vous connaissez, le rachis lombaire est constitué par 5 vertèbres lombaires qui sont entre les vertèbres, il y a le disque intervertébral qui est une structure gélatineuse qui est formée par 2 structures, qui est le noyau et l'anus fibreux. Donc, il y a aussi les éléments de stabilité de rachis lombaire qui sont d'abord les ligaments, avec le différent système ligamenteux qui relie les vertèbres, ainsi que le système musculaire. Donc, il y a un important système musculaire qui intervient dans la stabilité active de rachis lombaire. On a 4 groupes musculaires. On a les muscles stabilisateurs profonds, qui sont le muscle transverse, multifide, le plancher pelvien ainsi que le diaphragme. Ces muscles fonctionnent comme une ceinture rigide naturelle. On a aussi les contrôleurs du mouvement, qui sont les muscles obliques et le grand droit. On a aussi les extenseurs protecteurs, qui sont les érecteurs de rachis, le muscle carré des langues. Et enfin, on a les muscles de la hanche, qui jouent un rôle qui s'oppose à la flexion de rachis et lombaire, qui sont le muscle grand glutéal, les ischio-jambiers ainsi que le psoas. Donc, on ne peut pas parler de l'ergonomie de rachis lombaire sans parler de l'équilibre sagittal et surtout de la lordose lombaire. Donc, on peut l'évaluer par l'angle de Cope, qui doit être en moyenne à 40 degrés. Et aussi, on ne peut pas parler de l'ergonomie et de la lordose lombaire sans parler des paramètres de l'équilibre du bassin. Donc, on a 3 angles qui interviennent dans l'équilibre de ce bassin qui va conditionner directement la lordose lombaire. On a la version pelvienne qui va orienter le bassin, soit en antéversion, soit en rétroversion. Et dans la rétroversion, on a une augmentation, une perte de la lordose lombaire. Et dans l'antéversion, on a la lordose lombaire donc normale. Pour l'incidence pelvienne et la pente sacrée, tant que ces angles vont augmenter, la lordose lombaire va augmenter aussi, avec bien sûr retentissement sur les disques. Donc sur le plan biomécanique, en position debout neutre, 60% de la charge est supportée par le disque, comme vous voyez. Donc, et 40% par les articulaires postérieurs. Pour la répartition de la charge, pour le disque normal, généralement, le disque qui supporte la majorité de la charge, 44%
de la charge est réparti sur le disque et le reste sur les articulaires postérieurs, supérieurs et inférieurs. Donc, pour le disque dégénéré, déjà le disque est pincé. Et donc, on a surtout, la charge elle est supportée surtout par les articulaires postérieurs. Et donc, avec le risque de dégénérescence des articulaires postérieurs et l'hypertrophie de ligaments jaunes. Donc, la pression discale varie en fonction de la position des gens, sans port de charge lourde. Donc, la pression discale selon la position, donc elle peut être soit de 25% de la charge du poids en position couchée sur le dos, et peut aller jusqu'à 275% de la charge du poids en position penchée en avant, assise avec le port du charge. Donc, pour les contraintes et le déséquilibre ergonomique, comme vous connaissez, pour les contraintes mécaniques, on a les flexions prolongées, le port de charge lourde et les vibrations prédisposent au microtraumatisme de disque, ainsi que les mouvements combinés, surtout la flexion et la rotation, qui va augmenter le risque d'hernie discale. Pourquoi? Parce qu'en cas de flexion, il y a l'augmentation de la pression intradiscale, et en cas de rotation, on a un cisaillement de l'anneau fibreux, et donc c'est le mécanisme nécessaire pour avoir une hernie discale. Donc, pour les déséquilibres ou le déséquilibre posturaux, donc, on a besoin de faiblesse musculaire du tronc, donc qui va aboutir à une perte de stabilité lombaire. On peut avoir une raideur des ischio-jambiers qui va entraîner une bascule postérieure du bassin et effacement de la lordose. Et le mauvais alignement pelvio-lombaire va entraîner un déséquilibre sagittal. Aussi interviennent les facteurs professionnels. Donc, la profession est un facteur de risque important de déséquilibre et de contraintes ergonomiques. Ce n'est pas les gestes ponctuels qui entraînent le déséquilibre ou les contraintes, mais leur répétition, la répétition des gestes et donc des mauvaises postures. C'est ces facteurs-là qui entraînent ces contraintes et ce déséquilibre ergonomique. En plus, il y a les facteurs personnels. Et comme elle a parlé Madame Erkain, il y a le surpoids, la sédentarité, l'absence de gainage aussi et le stress. Tous ces facteurs, on peut les modifier par une éducation ergonomique qui doit être instaurée dès le bas âge. Il y a 5 principes d'ergonomie lombaire. D'abord, il faut préserver la lordose physiologique. C'est le principe essentiel d'ergonomie lombaire. Deuxièmement, il faut se rapprocher de la charge. Il faut mobiliser les hanches et les genoux et pas le dos. Il faut éviter la rotation et la flexion simultanée. Et il faut alterner les positions et intégrer des micro-pauses. Ça, ce sont des principes de l'ergonomie lombaire. On commence par la lordose physiologique. Comment on peut donc préserver la lordose physiologique? Alors, la lordose lombaire permet une répartition optimale des contraintes entre les disques, les articulations postérieures et les muscles paravertébraux. Donc, en flexion excessive ou d'en haut, la pression discale augmente fortement et donc il y a un risque de lombalgie et d'hernie discale. Donc, quels sont les conseils pratiques qu'on peut donner aux personnes? Donc, il faut utiliser un petit soutien lombaire en position assise. Il faut s'accroupir plutôt que se pencher en arrondissant le dos. Et il faut penser à garder le bas du dos légèrement creusé dans les gestes de la vie quotidienne. Pour le deuxième principe, c'est qu'il faut se rapprocher de la charge. Plus une charge est éloignée du corps, plus le bras de levier augmente. Et donc, il y a le risque de multiplication des forces appliquées sur les disques. Et par exemple, à 5 cm du corps, le poids de l'objet est doublé en termes de contraintes sur le rachis. Donc, pour les gestes de manutention, il faut approcher de la charge du corps, comme vous voyez ici. Il faut plier les genoux et non le dos. Il faut éviter la torsion du tronc. Il faut pivoter avec les pieds. Il faut répartir les charges entre les deux mains.
Pour le troisième principe, il faut mobiliser les hanches et les genoux et pas le dos. Les hanches sont conçues pour les flexions profondes, alors que le rachis, non. Le rachis lombaire, non. Donc, en utilisant les hanches et les genoux, on conserve un dos neutre et donc il y a une réduction de contrainte en flexion. Donc, pour la mobilisation, toujours pour la mobilisation des hanches et genoux, il faut fléchir les genoux pour ramasser un objet. Il faut baisser le tronc en gardant la lordose. Et il faut contracter les muscles du tronc pour stabiliser le rachis. Et il faut relever l'objet en poussant avec les jambes et non avec le bas du dos. Le quatrième principe, c'est qu'il faut éviter la rotation-flexion simultanée. Donc, l'association, comme on a dit, l'association flexion-rotation est la situation la plus dangereuse pour le disque intervertébral. Elle augmente les forces de cisaillement et donc, c'est le premier facteur d'hernie discale. Pour les conseils pratiques qu'on peut donner aux patients, il faut tourner le bassin et les pieds ensemble avant de se pencher, ne jamais se tordre pour attraper un objet derrière soi. En port de charge, il faut faire un petit pas, un demi-pas de rotation plutôt qu'une torsion du tronc. Donc, pour le cinquième principe, il faut alterner entre les positions et intégrer les micro-pauses. Donc, la charge statique prolongée est délétère. Donc, elle va entraîner une congestion ligamentaire, des contraintes sur le disque et va augmenter la douleur. Donc, les micro-pauses permettent de lever les tensions, de réoxygéner les muscles, un relâchement musculaire, et aussi, elle permet de réduire le risque de lombalgie chronique. Donc, les conseils pratiques qu'on peut donner aux personnes avec position prolongée. Donc, il faut changer de posture toutes les 30 à 45 minutes, de la position assise vers la position debout ou en marchant. Il faut intégrer les micro-mouvements, extension douce, debout, inclinaison latérale, marche avec des marches de 20 à 30 secondes. Et il faut utiliser des rappels comme les applications, les alarmes. On passe aux applications pratiques. Donc, chez les personnes qui travaillent en position assise pendant longtemps. Donc, il y a des conseils qu'on peut donner à ces gens-là. Donc, la hauteur du siège doit être adaptée. Les hanches doivent être à 90 degrés ou légèrement plus hautes que les genoux. Le dossier soutenant la lordose lombaire doit avoir un support ergonomique. L'écran à hauteur du regard et les bras doivent être détendus. Il faut aussi une alternance de 30 minutes position assise, 5 minutes debout ou en marche. Donc, il y a des exercices d'étirement. Vous arrivez à voir? Pardon? Donc, il y a des exercices d'étirement à l'ordinateur ou au poste de travail qui peuvent durer 4 minutes. Ce sont des exercices d'étirement qu'on peut les faire soit en position assise, soit en position debout. Pour les personnes qui travaillent en position debout prolongée, aussi, on peut alterner les mouvements, les mouvements de membres inférieurs en utilisant des repose-pieds de façon alternée entre les deux membres. Et aussi, on peut utiliser, en plus de repose-pieds, on peut faire la flexion du coude-épaule ainsi que de faire d'adopter des mains croisées sur les clavicules. Ces mouvements-là peuvent relâcher les muscles de rachis lombaire ainsi que les muscles de rachis dorsal. Alors, pour les matelas et le sommeil, c'est un temps réparateur, mais il faut une posture et des supports adaptés. Donc, pour les matelas, ils doivent être fermes mais pas durs
Il doit soutenir la lordose lombaire sans s'enfoncer excessivement. Il faut éviter les matelas trop mous qui favorisent la flexion lombaire nocturne. Il faut éviter les matelas trop durs qui ne respectent pas les courbures naturelles et donc elle peut créer des points de pression. Donc, dans quelle position on peut dormir? Donc, sur le côté, avec position fœtale modérée, les 3 positions peuvent être adoptées, soit sur le côté avec un oreiller entre les genoux, soit sur le dos avec un oreiller sous les genoux. Et bien sûr, il faut éviter la position sur le ventre parce qu'il y a risque de torsion de rachis lombaire, de rachis cervical, et ainsi de provoquer une hyperlordose lombaire. Donc, comment se lever de lit? Donc, il faut se tourner sur le côté, sortir les jambes de lit, pousser avec les bras pour s'asseoir en gardant le dos droit et se lever en engageant les abdominaux. Pour se coucher, c'est le contraire, il faut s'asseoir au bord de lit, descendre sur le côté en utilisant les mains pour le contrôle. Ensuite, il faut se tourner si besoin. Donc, comment s'asseoir correctement? Pour les principes, le dos doit être droit, légèrement soutenu au niveau lombaire. Les pieds doivent toucher le sol. Les genoux doivent être proches de 90 degrés. Le bassin doit être en antéversion légère pour éviter la rétroversion. Pour les conseils pratiques qu'on peut donner aux patients, il faut utiliser un coussin lombaire ou une serviette roulée, relever légèrement l'arrière de l'assise ou avancer le bassin en forme de siège et alterner entre la position assise et la position debout, toutes les 30 à 45 minutes. Et il faut surtout éviter de s'asseoir avec un dos arrondi, s'asseoir trop bas sur des fauteuils profonds au canapé mou, et il faut rester assis, il faut éviter de rester en position assise longtemps sans pause. Pour la voiture, donc la position idéale, le siège doit être légèrement incliné vers l'arrière de 100 à 110 degrés, avec un soutien lombaire, bassin au fond de siège et genoux légèrement fléchis. Et pour entrer et sortir de la voiture, il faut s'asseoir d'abord sur le siège, pivoter tout le corps ensemble et entrer les genoux. Et pour sortir, c'est le contraire. Il faut pivoter en bloc, poser les pieds sur le sol et se lever. Donc, pour la prévention et la rééducation ergonomique, il y a la prévention primaire qui se base sur la formation en ergonomie dans le milieu professionnel. Il faut la sensibilisation dès le plus jeune âge à travers les écoles de dos et les programmes éducatifs. Pour la prévention secondaire, il se base sur la rééducation posturale et fonctionnelle après lombalgie. Il faut le renforcement musculaire profond à travers le gainage abdominal, les pilates, yoga thérapeutique et apprentissage de l'auto-ergonomie. Et pour la prévention tertiaire, il faut adapter le poste de travail chez les lombalgiques chroniques, collaborer avec le médecin du travail, les kinésithérapeutes et les ergonomes et encourager la réinsertion professionnelle progressive. Donc, en conclusion, le rachis lombaire est un système dynamique non une structure fragile. L'ergonomie vise à harmoniser les contraintes mécaniques et restaurer la confiance dans le mouvement. Et la prévention repose sur 3 piliers: l'éducation gestuelle, l'activité physique régulière et l'aménagement de l'environnement. Et pour conclure, je vais conclure avec cette phrase: il faut bouger bien plutôt que ne plus bouger. Et je vous remercie.